j'arrive. Merci, merci d'être là, merci de cet accueil et voilà, merci d'être là si nombreux. Alors, je vais vous parler en effet de robustesse, c'est pour ça que vous aviez vu ça dans le titre. Mais en fait, je vais commencer avec cette photo-là qui montre une ville où tout se passe bien. Hein, on a même plutôt envie d'y aller, on va dire. Hein, c'est pas la montagne, mais voilà, on a quand même, c'est plutôt accueillant. Ça illustre bien le monde dans lequel on est, où c'est un monde en continuité. Le monde stable, où finalement c'est la paix éternelle, hein, quelque part. Bon, ben, dans cette ville, du jour au lendemain, il peut se passer ça. C'était Valence en Espagne. Et en fait, du jour au lendemain, on se rend compte que ce monde qu'on pensait en continuité n'existe plus. Nous sommes rentrés dans un monde en rupture. C'est ça qui définit le XXIe siècle. La continuité, on construit des projets en continuité en pensant le monde stable, alors que nous rentrons dans un monde instable, en pénurie chronique de ressources, avec des ruptures, pour des raisons climatiques, etc. Alors, quelles sont les causes, hein, finalement, de ce monde en rupture? En fait, on peut assez rapidement se rendre compte qu'on est dans un monde qui est optimisé, voire sur-optimisé. On a mis l'accent sur la performance, sur l'optimisation. Donc là, voilà, j'ai mis deux exemples, là, de l'optimisation électronique, numérique, de l'optimisation dans un lotissement. Et en fait, on est dans un moment comme ça d'optimisation. Alors l'optimisation, c'est très simple. Quand on optimise très fort, on fragilise très fort. Et donc, il y a des exemples. Ici, je vous prends l'exemple des Landes en 2022, les méga-feux qu'il y a eu dans les Landes. Alors en fait, ce qu'on voit, c'est des arbres qui sont alignés donc pour optimiser la récolte du bois. Mais en fait, quand on fait ça, on fait aussi d'aligner les arbres comme ça. En fait, c'est des autoroutes pour le feu. Et bah, du coup, on a fragilisé des fonctions de la forêt en optimisant la récolte du bois. C'est aussi des autoroutes pour les pathogènes, hein, donc ça marche à tous les coups. Alors, avant que j'aille plus loin, il faut peut-être bien que je définisse les termes. Quand je parle de performance, la performance, c'est la somme de l'efficacité et de l'efficience. Efficacité, atteindre son objectif. Efficience, avec le moins de moyens possible. Donc ça, c'est la définition du contrôleur de gestion. Hein. Je ne prends pas trop de risques, hein. C'est la définition la plus mainstream de la performance. Donc quand on est performant, on atteint son objectif avec le moins de moyens possible, et donc ça veut dire qu'on se canalise. Et donc dans un monde qui change tout le temps, eh ben, c'est évidemment extrêmement fragile. Et donc ça, ben voilà, on le voit. Alors il y a plein d'exemples hein, qui montrent qu'on est dans ce monde-là. Le Covid, pensez à la crise Covid, voilà, vous n'avez pas oublié. Hein, la crise Covid, c'est un moment en fait où un virus banal, SARS-CoV-2, c'est un virus du rhume, pour le dire rapidement, enfin un peu plus carabiné, mais c'est un virus assez banal. Par contre, ce qui n'était pas banal, c'était le substrat. C'est nous, les humains, en fait. On avait suroptimisé à peu près tout, hypermobilité, optimisation des hôpitaux, etc. Tout ça, ça a plutôt révélé la fragilité du système. Donc le Covid, ce n'était pas une pandémie, c'était une syndémie. C'est la maladie du système, c'est la maladie d'un système suroptimisé, et donc trop fragile. C'est pas moi qui le dis, c'est Barbara Stiegler, c'est Richard Horton, le rédacteur en chef du Lancet. Donc voilà, en fait quand on analyse bien le système, c'est plutôt ça qui s'est passé. Donc le Covid, c'est un exemple très simple du monde en rupture. En fait, c'est peut-être la première fois que de façon synchrone sur Terre, on a vu une rupture planétaire. Et donc il ne faut pas se tromper, la crise Covid, ce n'est pas une crise passagère, c'est la bande-annonce du monde qui vient. Il y aura de plus en plus de ruptures. Ça, tout le monde est d'accord là-dessus, que ce soit le GIEC, l'IPBES, la CIA, le FSB, le Forum économique mondial, on rentre dans un monde en rupture. Alors en fait, les exemples sont assez faciles à voir dans l'histoire récente, puisque le Covid, il n'y a pas que le Covid, évidemment, donc voilà, il y a une épidémie de burn-out. Ça, c'était le symptôme d'un monde qui est en surchauffe de performance, très clairement. Mais il y a plein d'autres choses, il y a des choses complètement anecdotiques. Une pénurie de moutarde, parce qu'il y a une sécheresse au Canada. C'est là qu'on voit la fragilité du système, quand même. Mais il y en a plein d'autres. Porsche qui ne peut plus faire de voiture parce qu'il y a une usine qui produit une pièce pendant un an. Voilà, il perd 1 à 2 milliards d'euros. On a le Suez, une bourrasque, un bateau dans un canal, et c'est 12% du commerce maritime international qui est bloqué pendant des jours, et des entreprises qui sont impactées pendant des mois. CrowdStrike, l'été dernier, une entreprise de cybersécurité,
qui est un monopole pour Windows, et donc quand CrowdStrike fait une mauvaise mise à jour, voilà, on a tous les systèmes Windows qui plantent. Donc on est vraiment, enfin je veux dire tous les jours, hein, pour y aller, hein, ça n'arrête pas, hein, donc c'est assez facile à voir. Alors du coup, voilà, on arrive à cette nouvelle norme de la polycrise. Donc là je prends le petit graphe du Forum économique mondial de Davos, hein, pour vous dire que vraiment c'est ubiquitaire, voilà, tout le monde est d'accord là-dessus. Donc on arrive dans ce monde en réseau d'interaction qui en fait est en train de faire l'expérience de la polycrise. Polycrise, c'est un des mots-clés qui vient le plus souvent. Alors du coup, si on prend ça au sérieux, si on est dans un monde de la polycrise, un monde fluctuant, il va falloir habiter ce monde fluctuant. Donc, en fait, c'est ce que je propose avec ce petit bateau-là. C'est en fait, on endosse le fait scientifique. Le monde fluctuant, ce n'est plus une hypothèse, ce n'est plus une prédiction, c'est du vécu. Nous vivons le monde fluctuant. Donc la première question à se poser au XXIe siècle, c'est comment habiter le monde fluctuant. Alors pour habiter ce monde fluctuant, c'est une nouvelle donnée, hein, quelque part, si je vous le dis un peu brutalement, on est en train de quitter le néolithique. Le néolithique, hein, c'est quand les humains voulaient contrôler la nature. Quand on invente l'agriculture, la domestication, la sédentarisation, on s'installe et on prend possession, on contrôle notre environnement. Aujourd'hui, on a tellement contrôlé la nature qu'on est en train de perdre le contrôle. Et donc on est dans ce moment où on a perdu le contrôle, et donc il va falloir habiter le monde en ayant perdu le contrôle. Si vous voulez, les fluctuations, il est trop tard pour les éviter, hein. Ça va fluctuer comme ça pendant un siècle ou deux. Donc de toute façon, c'est une donnée, donc il va falloir vivre dans ce monde-là. Alors comment on fait? Alors c'est là où le biologiste peut être pertinent, c'est que les êtres vivants, en fait, ça fait des millions d'années qu'ils vivent dans un monde fluctuant, et donc ils ont développé des recettes, des lois. Ce qui a été sélectionné au cours d'évolution, c'est finalement des êtres qui sont capables de passer les fluctuations sur des millions d'années. Il y a 700 millions d'années, hein, la Terre c'était une boule de neige. Il n'y avait que quelques endroits où il y avait de l'eau liquide. Donc il y avait des êtres vivants à l'époque. Hein, ils n'étaient pas aussi complexes qu'aujourd'hui, hein, c'était plutôt des unicellulaires, mais quand même ils ont traversé ça. Donc en fait tout ça s'est enregistré dans l'histoire évolutive de la vie, et donc il y a des solutions pour habiter le monde fluctuant. Alors allons-y, c'est quoi ces solutions du monde vivant? Alors la première chose qu'on voit tout de suite quand on regarde les êtres vivants, et qu'on les regarde bien, en fait on voit que c'est un réseau d'interactions. Voilà, le vivant, ça densifie, ça multiplie les interactions. Vous pouvez penser à votre propre corps, hein, vous savez que vous trimballez 1,5 à 2 kg de bactéries tous les jours. En fait, vous êtes des écosystèmes ambulants. Je suis un écosystème ambulant. Alors, je ne prends pas l'exemple du corps humain, là, je prends une symbiose encore plus connue, hein, c'est celle des symbioses entre les racines et les champignons, entre les arbres et les champignons. Vous savez, hein, si vous grattez la terre, hein, que vous tombez sur les racines des arbres, les radicelles, vous allez tomber sur des petites radicelles blanches. En fait, elles ne sont pas blanches, les radicelles. C'est le manchon de champignon qu'il y a autour de la radicelle qui est blanc. Donc ce que vous voyez, en fait, c'est le manchon de champignon autour de la racine. En fait, il y a une interaction très forte entre les champignons et les racines. Et là, vous avez un exemple que j'ai tiré d'un article scientifique. Ça, c'est un réseau d'interaction dans un sol forestier japonais, avec les petits points rouges, c'est des plantes, et les points bleus et jaunes, c'est des espèces de champignons différents. Vous voyez qu'une plante interagit avec des tas d'espèces de champignons différents, qui eux-mêmes interagissent avec d'autres plantes. Enfin, c'est tout un réseau d'interaction, et ça, ce n'est que la partie émergée de l'iceberg. Il n'y a pas toutes les espèces de champignons connues, et en plus, il n'y a pas les bactéries. Donc, il faut vraiment penser le monde vivant, un être vivant, comme un réseau d'interaction extrêmement dense. Donc ça, c'est la première chose, les êtres vivants, ce sont des systèmes en interaction très forts, vraiment avec beaucoup d'interactions. Alors nous, qu'est-ce que ça a donné dans le monde humain, les sociétés humaines? Alors, il est assez tentant de faire un parallèle avec ce qui s'est passé en parallèle de l'Anthropocène, hein, c'est cette fameuse transition numérique, cette révolution numérique. On vit un monde hyper connecté. Alors d'un certain point de vue, d'ailleurs c'est ce qu'on avait proposé avec un collègue, Stéphane Grumbach de l'INRIA, en fait de dire que la révolution numérique, c'est la conséquence de l'Anthropocène. En fait, la conséquence d'un monde qui rentre dans la pénurie chronique de ressources, où ça commence à tanguer très fort, et du coup, on se serre les coudes, on coopère, voilà, on fait des interactions. Alors, vous voyez tout de suite dans le titre qu'il y a un bémol, une hyperconnexion, mais c'est une réponse maladroite. Voilà, la partie maladroite, elle est assez facile à voir, hein, c'est une partie physique, il faut beaucoup d'énergie, beaucoup de métaux, etc., donc ça, vous connaissez ça bien. Mais il y a d'autres raisons hein, qui font que c'est très maladroit, cette réponse-là. C'est qu'en fait, plutôt que de l'hyperconnexion, en fait, ce qui se passe, c'est plutôt une canalisation. Et c'est là qu'on voit qu'on est vraiment dans le monde drogué à la performance, hein, à l'optimisation.
Parce que même quand on développe un réseau d'interaction, eh ben, ça devient un outil de canalisation. En fait, ce que ça a amené, ce numérique, hein, c'est que les gens passent beaucoup de temps devant leurs écrans. Et en fait, se sont canalisés devant un canal d'information. C'est qu'on peut interagir d'autres façons que devant un écran. Hein. Là, par exemple, on interagit différemment. C'est incroyable, mais maintenant, il faut même le dire, hein, qu'on peut interagir sans écran, sans numérique. C'est aussi possible, hein. C'est possible. Donc ça, c'est de la canalisation. Et donc, en fait, c'est assez incroyable, mais cette hyper-connexion qui pourrait ressembler comme ça de loin à la coopération, une forme de symbiose, ou comme ça, on prend des tas d'informations de partout. Il y a une partie positive hein, là-dedans. Hein. Mais on l'a en fait transformé en un outil de canalisation qui devient de la dérive sectaire. Et donc là, évidemment, alors je prends l'exemple de Black Mirror, hein, qui est pratique pour ça. L'épisode de Nosedive, là, où en fait, c'est pas de la science-fiction, hein, ça c'est ce qui se passe actuellement, évidemment. Hein. Donc quand on met de l'évaluation numérique, là vraiment on canalise, et là on commence à faire de la toxicité. En fait, on utilise un réseau d'interaction pour déployer le contrôle et déployer de la performance. Donc c'est pire, hein, c'est bien pire quand on réfléchit bien. Bon, donc ça c'est pour la partie numérique. Alors tant qu'à faire, hein, je vais un cran plus loin. L'intelligence artificielle. Donc ça fait partie hein, des interactions voilà, qu'on pourrait presque imaginer comme étant un nouvel organisme organique qui est venu chez nous là. Hein. C'est un peu un alien hein, finalement. Le numérique et l'IA, c'est des nouvelles interactions entre nous, mais c'est même devenu presque une entité en plus qui vient nous accompagner, qui vient nous aider, qui va nous aider à faire la transition. Voilà, c'est pas bon. C'est un peu la promesse. Alors du coup, bon, un petit mot, je fais une petite parenthèse là-dessus. Est-ce que là, on est vraiment sur le chemin du vivant, de la coopération, des interactions? Alors en fait, bon, critique comme ça, à la serpe, hein, je ne vais pas faire un topo sur l'IA, mais quand même, il y a des choses à dire. On pense souvent au danger de l'IA, que voilà, c'est le Terminator, voilà, etc., super intelligence, etc. Bon, en fait, le premier danger, c'est pas la puissance de l'IA, c'est la faiblesse des humains. Vous savez qu'on se fait avoir très facilement, nous les humains, justement parce qu'on n'est pas très performants. Si vous demandez à ChatGPT ce qui s'est passé sur le Titanic, ChatGPT va vous dire, voilà, le seul survivant du Titanic, c'est un menuisier qui faisait des charpentes de je sais pas quoi, quelle taille, etc. Enfin, il va vous raconter toute une histoire. La syntaxe sera parfaite. Et donc vous allez croire ce que vous dit ChatGPT, alors que vous savez très bien qu'il n'y a pas eu qu'un seul survivant sur le Titanic. Donc on se fait avoir très facilement, parce que la syntaxe est très bonne. Ça c'est une illusion numérique, comme il y a des illusions d'optique. Voilà, donc en fait, bon, ça c'est la faiblesse des humains, mais quand même je vais aller un cran plus loin. Pourquoi ça ne marche pas cette histoire d'IA? Alors il y a une partie positive dans l'IA, c'est la sérendipité. Le fait qu'avec de l'IA, on peut être exposé à des choses nouvelles, des choses inattendues, des nouvelles ressources, des nouvelles références. Donc ça c'est plutôt un peu comme dans la symbiose des êtres vivants, des nouvelles interactions qui vont nous apporter des nouvelles cordes à notre arc. Ça va nous permettre d'habiter le monde fluctuant. Mais tout le reste est quand même très négatif. Hein. Alors, la première chose, la destination avant le chemin. Vous savez qu'en fait, quand on utilise de l'IA, c'est pour aller plus vite. Alors, vous savez, peut-être les Indiens Kogi étaient venus hein, dans les Alpes, donc peuple premier, hein, voilà, et ils avaient vu tous ces tunnels dans les Alpes, hein, et donc ils avaient demandé, mais pourquoi vous creusez des tunnels dans les montagnes? Et donc nous, les Occidentaux, on avait dit, bah, c'est pour aller plus vite. Et eux, ils avaient dit, mais pour aller où? C'est une excellente question. C'est une excellente question. Et donc en fait, l'IA, quand on utilise ChatGPT, ben, on va dire la même chose, c'est pour aller plus vite. C'est pour aller plus vite. Alors, il faut vraiment bien se poser la question. Est-ce que vraiment, dans la vie, on veut atteindre la destination? Comme dit Desproges, hein, il n'y aura pas de survivants. Donc la vie, c'est le chemin, c'est pas la destination. Hein. Et donc quand on entretient cette idée que l'IA va nous permettre d'arriver plus vite à la destination, de résumer un bouquin encore plus vite, etc., qu'est-ce qu'on fait exactement? En fait, on perd la joie du chemin pour empiler des destinations. Ça, c'est mortifère. Hein. C'est mortifère. On perd notre humanité. Donc ça, c'est la destination avant le chemin. Deuxième point, bon, j'ai déjà dit, le coût exorbitant en eau, hein, en énergie, en ressources. Bon, ça, c'est bien connu. Troisième point, c'est l'effet s'endormir derrière le volant. Quand vous faites de l'IA très performante, donc vous la faites tourner, le résultat est vraiment bluffant, donc du coup, voilà, ça c'est très performant. Donc du coup, vous avez confiance. Deuxième fois, vous vérifiez encore. La 10e fois, peut-être que vous vérifiez encore. La 100e fois, vous ne vérifiez plus. Hein. La 1000e fois, vous ne vérifiez plus. Jusqu'à ce qu'il y ait un avion qui se prenne une tour de contrôle.
parce qu'il y a quelqu'un, parce qu'on n'aura pu vérifier finalement, hein, et il y a une erreur un jour qui va faire que... voilà. Donc ça c'est l'effet s'endormir derrière le volant. Mais c'est un problème de confiance en fait. Hein. En fait, alors, je peux vous le dire différemment, les meilleures IA, ce sont les moins performantes. Parce que les IA les moins performantes gardent un lien avec l'humain. Les IA, ça marche si c'est hybridé avec des humains. Si c'est une IA qui devient très autonome, on perd tout. Hein, on perd tout. Et alors le dernier point, et donc ça c'est vraiment un point de biologie, c'est la consanguinité. Donc en fait, quand on réfléchit bien, l'IA en fait c'est devenu le premier éditeur de contenu au monde. C'est le premier éditeur de contenu au monde. Donc, et les IA, qu'est-ce qu'elles font? Elles se nourrissent des contenus d'Internet. Donc du coup, elles se nourrissent des contenus qui sont produits par des IA. Alors ça, c'est ce qu'on appelle de la consanguinité, hein, l'inbreeding en anglais. Hein. En fait, ça s'appauvrit. En fait, c'est des faits photocopieuses. Hein. Si vous mettez une page et que vous photocopiez ça la même plein de fois, au bout d'un moment, il n'y a plus rien sur la photo. Alors voilà, vous couplez les deux là, l'effet s'endormir derrière le volant et la consanguinité, et en fait, structurellement, l'IA va faire des erreurs. Telle qu'elle est conçue, elle est faite pour faire des erreurs. Donc il y aura des erreurs. Et donc c'est assez étonnant, on pense, comme Sam Altman, qu'il faut investir 7000 milliards de dollars pour augmenter la performance des IA. Quand on sait que les meilleures IA, ce sont les moins performantes, et que telles qu'elles sont conçues, elles sont appelées à disparaître elles-mêmes. Donc là, on est vraiment dans le délire performant. Vous voyez, c'est ça que je voudrais vous faire toucher du doigt, c'est qu'en fait, au départ c'était les interactions, la coopération, l'inspiration du vivant, hein, quelque part. Et en fait, on est reparti dans nos travers performants. Alors du coup, on est en train finalement de construire des futurs obsolètes. C'est assez incroyable quand même, hein, et gaiement, hein, avec beaucoup d'énergie, en dépensant beaucoup d'argent, tout ça, pour aller encore plus dans la performance, et donc encore plus dans un discours finalement mortifère. Alors du coup, je vais aller directement à la diapo d'après pour vous parler de ce piège de l'efficacité. En fait, ça c'est vraiment une question de transition. Dans la transition, on dit souvent qu'il y a urgence. Et quand il y a urgence, quand on manque de temps, le piège performant, le piège de l'efficacité, c'est d'accélérer. Et alors, le numérique, l'IA, tombe à fond dans ce piège-là. En fait, quand on manque de temps, si on accélère, on va s'enferrer encore plus dans une voie encore plus étroite. On va donc performer, on va être efficace, efficient, atteindre son objectif avec encore moins de moyens, et ce sera de plus en plus difficile de sortir du canal. C'est le piège de l'efficacité. C'est-à-dire qu'à court terme, ça marche, on a pu passer la crise, mais on s'est enferré dans une voie encore plus étroite. Une fois, deux fois, trois fois, après on ne peut plus sortir du canal. Donc en fait, quand on manque de temps, alors c'est assez simple, quand on manque de temps, en fait, il faut se reconnecter à son espace. Vous savez qu'on évolue dans un espace à 4 dimensions, et 3 dimensions d'espace, la 4e dimension du temps. Si on manque de temps, il faut se reconnecter à son espace. Et donc quand on relie bien la coopération dans le monde vivant, le réseau d'interaction, eh ben, c'est exactement ça que font les êtres vivants. Ils se reconnectent à leur espace. Ils ne font pas de la coopération pour accélérer. Et, vous voyez, ça, c'est la première leçon du vivant. C'est beaucoup d'interactions pour se reconnecter, pour s'ancrer dans son territoire. Ça, c'est voilà, le premier point. Mais c'est un peu léger, à vrai dire, parce que, et c'est pour ça que je remets la question, parce qu'en fait, ça ressemble un peu à faire la farandole. Hein. Finalement, les humains, là, on va tous se connecter, et puis voilà, tout va bien se passer. Hein. Finalement, on va passer le monde fluctuant. Est-ce que c'est suffisant de faire des tas d'interactions dans son territoire? Est-ce que c'est suffisant? Eh bien non, ça ne suffit pas, et du coup, il faut aller à l'étape d'après, vraiment aller au fond de ce que c'est qu'un être vivant. Que font les êtres vivants avec toutes ces interactions? Eh bien en fait, ils font quelque chose d'assez incroyable. Les êtres vivants construisent de la robustesse. Et voilà le mot qui sort. Alors la robustesse, c'est quoi? La robustesse, c'est maintenir le système stable malgré les fluctuations. Maintenir le système stable malgré les fluctuations. Ça, c'est la définition physique de la robustesse. Donc, si vous voulez un exemple de système robuste vivant, c'est le roseau. Le roseau, il est stable malgré les fluctuations du vent, par exemple. Et puis, à plus long terme, la robustesse, c'est maintenir le système viable malgré les fluctuations. Donc, le roseau, il pousse, il grandit, mais il est capable d'encaisser des vagues, des changements de salinité, des choses comme ça. Donc c'est ça qu'en fait, quand on réfléchit bien, et quand on le décrit, hein, quand on l'analyse, ce qu'on trouve en fait au cours de l'évolution, eh bien, ce sont des êtres vivants robustes qui sont sélectionnés. Les êtres vivants qui ne sont pas robustes ont été décaliés par l'évolution, par définition. S'ils ne sont pas robustes, ils ne sont plus là pour en parler.
Donc tout ce qui nous entoure, ce sont des êtres robustes, y compris notre corps, nous sommes robustes. Vous savez, une chose toute simple, hein, vous pouvez faire 15 jours de jeûne. Bon, il n'y a pas grand monde qui l'utilise, hein, cette capacité-là, mais nous sommes tous capables de faire 15 jours de jeûne. Ben ça, c'est quand même une capacité de robustesse. Hein. On est capable de vivre des fluctuations nettement plus fortes que ce qu'on vit actuellement. Alors, la robustesse du vivant, quand je dis ça, en fait, j'ai tout dit et j'ai rien dit, hein, parce que évidemment que dans un monde fluctuant, il faut être robuste. Ben, c'est par définition, c'est la définition de la robustesse. Donc, dans un monde fluctuant, on va développer la robustesse. Ce qui est plus intéressant, évidemment, c'est de savoir comment font les êtres vivants pour être robustes. Et ben, c'est là que c'est assez joyeux finalement, et puis là je vous le dis très tranquillement parce que maintenant, ce que je vous raconte là, on en est sûr, de la molécule à l'écosystème. On l'a démontré pour des réseaux de neurones, pour des réseaux métaboliques, pour les réseaux de l'immunité, pour les réseaux des écosystèmes, enfin bon, je ne fais pas toute la liste, mais c'est toujours vrai. Donc qu'est-ce qu'on trouve? Et ben en fait on trouve que les êtres vivants sont robustes parce qu'ils ne sont pas performants. Au premier rang. Et en fait, ils sont robustes avant d'être performants. Alors c'est là que, évidemment, vous voyez que c'est autre chose. Hein. Ce n'est plus du tout des êtres vivants qui nous disent en fait, on fait comme vous, mais en plus, on est robuste. Hein. Non, c'est vraiment autre chose. Ils nous proposent un contre-modèle. C'est le contraire de nous, société humaine, en fait, on s'est laissé happer par le culte de la performance, par l'addiction à la performance, par le piège de l'efficacité. C'est ça qui nous a happés. Ben, là, les êtres vivants disent non, nous, c'est la robustesse. Alors, du coup, comment ça marche? Donc, en fait, si vous disséquez un système vivant, donc n'importe lequel, hein, à peu près, bah, vous allez tomber sur ces valeurs-là, ces principes, ces lois. Donc, alors, chez les êtres vivants, inefficacité. Il n'y a pas d'objectif. Le vol de la mouche, voilà, pas d'objectif. L'évolution darwinienne, elle est aveugle, on ne sait pas où on va. Voilà. Donc, il n'y a pas d'objectif. Hétérogénéité. Regardez les lignes de vos mains, main droite, main gauche, c'est pas les mêmes. Si vous aviez un microscope et que vous regardiez vos cellules, ce ne sont pas du tout les mêmes. C'est très erratique entre votre main droite et votre main gauche. Bon, en fait, donc beaucoup d'hétérogénéité, dans la biodiversité, beaucoup d'incertitudes, beaucoup d'aléas. C'est ce qu'on appelle la biologie stochastique. Donc tout ce qui est aléatoire en biologie, il y en a vraiment énormément, des processus qui sont purement aléatoires. Il y en a vraiment énormément. Hein. Beaucoup de lenteur, de délai, beaucoup de redondance. Pensez au nombre de feuilles qu'il y a sur un arbre, au nombre de globules rouges qu'il y a dans le sang, le nombre de villosités que vous avez dans vos intestins, vos alvéoles pulmonaires dans les poumons. Enfin, je peux faire toute l'anatomie, hein, mais c'est incroyable. Nous sommes des êtres extrêmement redondants. Et une bactérie, c'est pareil, hein, elle a une forte redondance moléculaire. Hein. Donc en fait, il y a des redondances à tous les niveaux. Hein. Donc ça, voilà, bah, c'est clairement pas performant. L'autre chose, c'est l'incohérence. En fait, il y a beaucoup de contradictions internes dans les systèmes. En fait, c'est quand on est... en fait, il faut penser souvent aux systèmes sociaux, c'est plus facile. Hein. Un système qui est très cohérent dans le monde social, c'est quoi? Bah, c'est une secte. Une secte, c'est très cohérent. Tout le monde se connaît, on n'a même pas besoin de parler parce qu'on sait exactement ce que pense l'autre. On est tous d'accord avec le gourou. Bah, des systèmes très cohérents, ils sont très rigides. Et ils cassent. C'est ça, hein, la transfermeture, hein, entre parenthèses. Hein. C'est quand on a l'impression de se transformer, mais en fait, on reste toujours dans la même chose, très cohérent. C'est rigide, c'est rigide, c'est rigide, et un jour, ça casse. Donc les êtres vivants, qu'est-ce qu'ils ont sélectionné au cours de l'évolution? Eh bien, c'est des systèmes de contradictions internes. Donc il y a énormément de contradictions internes dans les systèmes vivants. Donc dans la biologie moléculaire, c'est ce qu'on appelle les incoherent feed-forward loops. Donc c'est des boucles incohérentes qui en fait rendent le système très souple. Ça amortit les chocs. Bah, cette souplesse interne, elle nécessite des contradictions internes, et ça de façon systémique, en fait, c'est ça qui permet au système vivant de résister aux fluctuations extérieures. Ou si je vous le dis différemment, le meilleur bouclier contre les fluctuations extérieures, ce sont les fluctuations intérieures. Si vous voulez creuser ça, c'est la loi des variétés indispensables de HB. Bon, si vous voulez creuser. Et c'est très bien démontré. Hein. Première loi de la cybernétique aussi. Alors, et le dernier point, c'est l'inachèvement. Les êtres vivants sont inachevés parce que quand ils sont achevés, ils sont morts. Donc en fait, tant qu'on est vivant, on est inachevé. On n'arrête pas de se régénérer. Voilà, vos cellules sont plus jeunes que vous. Hein. Voilà, on est dans ce monde-là. Donc en fait, si je fais la liste, hein, voilà, et c'est pas exhaustif, mais c'est grosso modo ça, ce que vous voyez en fait, c'est que ce qui construit le vivant, ce sont des contre-performances. Le vivant n'a pas d'objectif, et il consomme énormément de ressources. Il cache énormément de ressources. Tout ça, ça consomme énormément de ressources. Donc il faut vraiment arrêter avec cette idée que le vivant, c'est un modèle de sobriété, un modèle d'économie. Ce n'est pas vrai. C'est juste un système qui fuit énormément. Il y a énormément de fuites dans le monde vivant. Pensez à la chaîne alimentaire. Hein. À chaque étape de la chaîne alimentaire, on perd 90% de l'énergie à chaque fois. C'est pas du tout un système sobre, hein. C'est pas du tout économe.
Par contre, c'est très robuste. C'est très robuste. Et puis, les fuites, c'est très généreux, puisque finalement, ces fuites vont nourrir l'écosystème qui, en retour, va nourrir. Donc, c'est le billard à trois bandes, hein, si vous voulez. C'est vraiment une autre façon de voir les choses. C'est de la robustesse du groupe avant la performance individuelle. Alors, des exemples. Un exemple que je prends souvent, mais qui est pratique, parce que tout le monde peut se l'approprier, c'est la température corporelle. Donc vous savez, on est à 37 degrés, c'est notre température de croisière. Et puis quand il y a un pathogène qui rentre dans notre corps, une bactérie, un virus, on va monter en température, c'est la fièvre, hein, en tout cas quand c'est un pathogène un petit peu coriace. Alors si moi je mesure les activités métaboliques de vos enzymes, et bien, ce que je vais trouver, c'est qu'en général, la température optimale de ces enzymes n'est pas à 37 degrés, elle est à 40 degrés. Donc, ça veut dire qu'à 37 degrés, votre corps fonctionne de façon satisfaisante, ni plus ni moins. Par contre, à 40 degrés, là, votre métabolisme est très performant. Votre métabolisme, hein, parce qu'en général, individuellement, on n'est pas super en forme, mais le métabolisme, là, il tourne vraiment à fond, et votre système immunitaire, en fait, tourne à fond. Hein. Donc vous voyez le truc, c'est qu'en fait, à 40 degrés, là, vous avez boosté vos défenses immunitaires. Par contre, vous êtes en train de faire un burn-out moléculaire. Parce que là, vous êtes en train d'épuiser vos enzymes. Elles sont en train de tourner très très fort. Donc elles sont en train, en effet, de décaniller les pathogènes de passage. Mais par contre, elles ne peuvent pas faire ça très longtemps. Hein. C'est 3 jours. 3 jours à 40 degrés. Après, c'est mortel. Parce que là, vous allez perdre vos protéines. Vraiment, hein, littéralement. Vous les cramez. Donc en fait, on ne peut pas rester à 40 degrés. Donc du coup, on revient à la température de croisière de 37 degrés, qui n'est pas très performante. Donc vous voyez, c'est tout simple. Hein. À 37 degrés, on est robuste parce qu'on a gardé beaucoup de marge de manœuvre. On a mis du jeu dans les rouages. Et en fait, quand on est à 40 degrés, alors là, on est très performant, mais par contre, il n'y a plus de jeu dans les rouages, et là, on est très fragile. Optimiser, fragilise. Hein. Toujours pareil, ça marche aussi pour les systèmes vivants, évidemment. Donc voilà, il y a plein d'exemples, hein, les animaux qui hibernent en hiver, enfin voilà, il y en a plein. Alors du coup, comment ça peut nous éclairer, ça, pour le monde social? Alors je prends souvent cette courbe parce qu'elle est pratique, hein, donc c'est une courbe en cloche qui peut nous éclairer pour dire, en gros, cette idée de compromis entre performance et robustesse, en quoi ça peut nous éclairer pour le monde fluctuant qui vient. En fait, si on réfléchit bien, le progrès, hein, le gros mot progrès. Ben, le progrès, ça fait très longtemps que le progrès est guidé par des gains de performance. En fait, on a réduit le progrès de l'humanité à des gains de performance. On pense que quand on performe plus, on progresse. Le numérique, l'IA, voilà, je ne refais pas la liste. Donc ça, c'est quelque chose qui n'est pas très récent, hein. Ça fait 10 000 ans qu'on est là-dedans. En fait, depuis qu'on a inventé l'agriculture, on est allé dans le contrôle, dans la performance, et on s'est un peu enferré dans ce culte de la performance. Et donc au début, c'était assez local, bon, mais après, quand on a commencé à faire les plantations, la colonisation, la mécanisation, la grande accélération, là, c'est là on arrive, en fait, aujourd'hui, au bas de la courbe, là. Donc on est dans la courbe, au bout de la courbe rouge, là, où en fait, quand on augmente les performances, on détruit notre habitat. On est dans le moment de la performance contre-productive, pour citer Illich. Ben en fait, quand on est dans ce moment-là, en fait, plus on augmente notre performance et plus la viabilité de l'humanité sur Terre est menacée. Donc c'est très clair, hein, le futur du progrès, ce ne sera pas des gains de performance. C'est physiquement impossible. C'est-à-dire que dans un monde fluctuant, faire plus d'efficacité, plus d'efficience, c'est surtout s'enferrer dans une voie plus étroite. Dans un monde qui change tout le temps, c'est suicidaire. Se canaliser dans un monde qui change tout le temps, vraiment, c'est la dernière chose à faire. Donc du coup, bah, qu'est-ce que c'est le progrès au XXIe siècle? Il faut changer d'axe. Le futur du progrès, ce sera des gains de robustesse. Il va falloir augmenter la robustesse. Dans un monde qui devient de plus en plus fluctuant, il faut augmenter la robustesse. Je le dis très tranquillement parce que c'est physique, thermodynamique si vous voulez. Hein. Quand ça fluctue plus, si vous voulez survivre, il faut être robuste. Voilà, c'est aussi simple que ça. Et vous voyez, c'est sur 2 axes différents. Parce qu'on ne peut pas être très performant et très robuste. Ce sont 2 valeurs qui s'opposent. Quand on est très performant, on s'est enferré dans une voie étroite. Quand on est très robuste, on a diversifié, on explore, on expérimente. Ben ça, forcément, ça a un coût en performance. Donc c'est exactement ce que nous disent les êtres vivants. Hein. Ce qui est fou, hein, c'est qu'on l'a sous les yeux, hein, la solution. Ils nous le disent tous les jours, y compris notre corps. Hein. Ok, donc ça c'est la bascule très pragmatique dans un monde fluctuant. Eh bien oui, évidemment, il faut faire de la robustesse. Est-ce que c'est pas un peu utopique?
Là, je vous apprends rien, hein. Les investisseurs, ils veulent de la performance. Elon Musk, il veut faire de l'efficacité gouvernementale. Bon, donc on a plein de gens qui sont quand même dans l'ultra-performance, qui sont un peu nos gourous à tous, dans le culte de la performance. Alors, comment on peut imaginer qu'une société comme ça, là, en 2025, bascule d'un seul coup vers la fin du néolithique, On quitte le néolithique en 2025. Est-ce que c'est possible, ça? Est-ce que c'est pas un peu utopique? Alors, pour comprendre comment un système bascule, j'aime bien utiliser cette analogie de la nuée d'oiseaux, nuée des tourneaux, qui permet d'illustrer à quoi ça peut ressembler, un basculement. Ça, c'est l'exemple typique d'un système qui bascule, en fait, qui n'arrête pas de basculer. Il bascule de droite à gauche, et de façon coordonnée. Les oiseaux ne se rendent pas dronants, là, il n'y a pas d'accident, apparemment ça se passe bien, c'est un basculement qui se passe bien. Alors comment font les oiseaux comme ça pour basculer? C'est très simple, ce sont toujours les oiseaux à la périphérie du groupe qui guident le groupe. Parce que les oiseaux à la périphérie du groupe, ce sont eux qui sont exposés aux fluctuations du monde. C'est eux qui voient le prédateur arriver, c'est eux qui voient la bourrasque devant. Voilà. Ils répondent et en fait ils contaminent le cœur. Et bien ça, c'est vrai pour tous les systèmes. Tous les systèmes basculent par la périphérie. C'est vrai pour une nuée d'oiseaux, un banc de poissons, pensez aux empires. Les empires, en général, ils basculent par un événement qui s'est passé à la marge. La Chine, tous les comptoirs européens, ça a quand même pas mal fait basculer cet empire. Donc en fait, voilà, il y a plein d'exemples comme ça. Donc en fait, si on veut voir le monde qui bascule de la performance à la robustesse, c'est pas la peine d'aller voir ce qui se passe à la Commission européenne, chez Total, chez McKinsey. Ça, c'est le cœur faisandé de la performance. C'est l'ancien monde. C'est le cœur du système. Et c'est normal, ils ne voient que les oiseaux voisins. Ils ne voient pas les fluctuations. Ils sont aveugles au monde. Donc si on veut voir le monde qui bascule, de la performance à la robustesse, il faut aller au niveau local des collectifs citoyens qui sont soumis à des fortes fluctuations. Et bien, ces collectifs-là, alors que ce soit des entreprises, des associations, des individus, ils ont déjà développé de la robustesse. Pas le choix. Quand je dis pas le choix, c'est pas le choix d'avoir le choix. Parce que la robustesse est plurielle, contrairement à la performance qui est monolithique, la meilleure solution. Donc du coup, qu'est-ce qui se passe quand on va aux marges? Qu'est-ce qu'on trouve aux marges dans ces collectifs de citoyens? C'est ça qui est extraordinaire. En fait, ce qu'on trouve aux marges, en fait, c'est des tas d'initiatives où des citoyens ont déjà basculé dans la robustesse, et en fait, ça devient massif. Et ce qui est très joyeux, c'est que ce basculement de la performance à la robustesse, ce n'est pas une utopie, c'est en train d'arriver maintenant. Et ce n'était pas le cas il y a 20 ans. C'est vraiment maintenant que ça se passe. Alors, un exemple. Alors, Saint-Martin-d'Auxilly, voilà, petit village qui a subi le remembrement, et donc qui avait canalisé ses rivières, qui avait augmenté les surfaces agricoles. Donc ça, c'était de la performance, très clairement, on optimise le paysage. Bon, quand on canalise les rivières comme ça, en fait, ce sont des autoroutes pour l'eau. Quand il pleut beaucoup, cette eau, elle va très très vite inonder la ville voisine. Et donc ils se sont fait inonder, en effet, un certain nombre de fois, jusqu'au moment où ils se sont dit, bon, on va peut-être quand même faire quelque chose, comment on fait pour ne plus se faire inonder? Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont retracé une rivière, ils ont remis des lacets dans la rivière, ils ont reméandré leur rivière, donc ils ont ralenti leur rivière. Qu'est-ce qui se passe maintenant? Quand il pleut beaucoup, cette rivière déborde dans la parcelle et elle n'inonde plus la ville. Donc ils ont désoptimisé le paysage pour augmenter la robustesse territoriale. Alors ce qui me plaît bien dans cet exemple-là, c'est que non seulement c'est aux marges, c'est un petit village qui s'est pris en charge, qui a développé sa robustesse territoriale, mais ce qui me plaît encore plus, c'est qu'on en parle au journal de 20h de France 2. Donc la marge est en train de contaminer le cœur. C'est en train d'arriver. Vous voyez, ça arrive maintenant, ça. Je peux vous dire que dans les années 60, on n'en aurait pas parlé, de cette histoire-là, très clairement. Donc, oui, ça... Et alors, juste pour vous aller jusqu'au bout, ça, ils ont fait avec des tractopelles, maintenant, on pourrait le faire avec des castors, le coup de retracer la rivière, avec une entreprise qui est basée à Valence, en France. Donc, c'est pour vous dire, le monde de la robustesse, c'est très joyeux. Il y a plein d'interactions dans tous les sens. Voilà. On se reconnecte au vivant, enfin, vraiment, il y a... Qu'attend-on Alors, ok, donc ça c'est pour le paysage. Alors, l'autre exemple, c'est l'agriculture. L'agriculture, en fait, ce qu'on voit se développer beaucoup, c'est l'agroécologie. Alors, complètement sous le radar. C'est qu'en fait, vous savez cette fameuse expression, un arbre qui tombe fait plus de bruit qu'une forêt qui pousse. Alors, l'agriculture intensive qui râle, ça on l'entend beaucoup. Le patron de la FNSEA, on l'entend beaucoup. Mais ce qui monte depuis 20 ans, c'est l'agroécologie.
partout en Europe, hein. C'est massif, hein. Sauf que c'est en dessous du radar. Et pourquoi ça monte si fort? Eh ben, tout simplement parce qu'un petit paysan qui a une petite parcelle ne peut plus démarrer en agriculture intensive. C'est inabordable, c'est beaucoup trop cher. C'est beaucoup trop fragile. Ça dépend d'un pétrole pas cher, d'engrais, de pesticides, enfin d'une technocratie distante. Ça, c'est beaucoup trop fragile. Alors aussi, hein, juste pour enfoncer le clou de l'agriculture intensive jusqu'au bout, ça dépend aussi de phosphate. Le phosphate, d'où vient-il? Essentiellement du Maroc, un seul pays. Alors là, fragilité géopolitique, hein, quand même. Hein. Le Maroc ferme ses frontières, c'est la fin de l'agriculture intensive. Hein. Enfin, c'est quand même dingue. Ouais, il en reste un peu ailleurs, hein, mais c'est le stock mondial, il est plutôt au Maroc. Et en plus, au Maroc, on a à peu près calculé, alors les plus pessimistes pensent qu'en 2040, on va atteindre le pic de phosphate, comme on a dépassé le pic de pétrole conventionnel entre 2006 et 2008. Donc ça veut dire que si on est sérieux, il reste une vingtaine de récoltes en agriculture intensive, avant que ce soit très tendu, en faisant l'hypothèse de la paix, en plus. Bon, hein, un peu fragile quand même. Donc du coup, l'agroécologie, évidemment que c'est en train de se développer pour des bonnes raisons. C'est pas une mode, hein, c'est pas un truc de bobo ou de néo-ruraux, c'est une réponse opérationnelle au monde fluctuant. Alors l'agroécologie, hein, donc l'agroforesterie, la permaculture, les jardins créoles, hein, il y a toute une diversité de solutions, c'est toujours basé sur de la biodiversité cultivée. Donc plus complexe, plus lent, plus hétérogène, et le paysan ne vise plus le rendement maximal, il vise la stabilité du rendement. Ça, c'est de la robustesse. Et donc, en fait avec l'agroécologie, ce qu'on fait, c'est qu'on rend la parcelle plus autonome grâce aux services écosystémiques qui sont fournis par la biodiversité cultivée. Donc, ça veut dire que c'est ça, en fait, hein, on bascule d'un monde où avant, on exploitait les écosystèmes pour augmenter la production. On inverse, maintenant, on se demande comment la production peut nourrir les écosystèmes. C'est-à-dire que la production agricole, c'est surtout d'abord des services écosystémiques qui maintiennent les services dans la parcelle pour maintenir la stabilité des rendements. Donc ça veut dire qu'un paysan, il ne fait pas que du rendement en grains, il maintient l'hygrométrie de ses sols, il maintient des insectes auxiliaires, il fait des tas de choses. Quoi. Alors juste pour vous donner un chiffre, hein, un chiffre que j'aime bien citer, c'est les mélanges variétaux, qui est un peu le niveau 1 de l'agroécologie. Hein. Si vous semez du blé, dans la version performante, vous semez la meilleure variété de blé et vous faites une monoculture. Et si les mélanges variétaux, c'est au lieu de semer la meilleure variété, vous semez 20 variétés de blé en mélange. Et donc évidemment que ça a plein d'effets hein, de robustesse au niveau de la parcelle. Les mélanges variétaux, en 2010, c'était 5% des surfaces cultivées en France. En 2020, dans l'Hérault, c'est 40%. 40%. Donc vous voyez, ça bascule très vite. Et c'est pas étonnant que ce soit dans l'Hérault, hein. C'est des petites parcelles soumises à des fortes sécheresses. Hein. Donc voilà, il n'y a pas de secret. Bon, j'insiste pas sur l'agriculture, mais c'est un exemple qui est quand même très inspirant. Un autre exemple, c'est le tout réparable, là qui est certainement plus facile à voir, notamment en ville. Hein. Le tout réparable en ville, avant, c'était un atelier de réparation de vélos. Et c'était à peu près tout. Aujourd'hui, il n'y a plus une seule entreprise qui ne se pose pas la question de la réparabilité de ses produits. Et c'est de tout, hein. Des vêtements, voilà, les jeans 1083, ils font des pulls aussi, voilà, les Royal Air qui fait des pulls garantie à vie, enfin bon, je ne vais pas vous faire toute la liste, mais quand même, voilà, Brezelec qui fait de la réparation d'électronique agricole, l'ADEME, Extrême Défi, ça c'est des véhicules intermédiaires, hein. C'est des véhicules qui sont entre un vélo et une voiture, entièrement démontables, entièrement interopérables, ça redonne du sens à ce que c'est qu'un garagiste. D'ailleurs, entre parenthèses, hein, ces véhicules-là, là, s'ils étaient à Valence en Espagne, dans la boue, là, contrairement, ils ne vont pas à la casse, hein. On les sort de la boue, on les démonte, on les remonte. Voilà, ça c'est des véhicules qui sont adaptés au monde fluctuant. Alors ils vont beaucoup moins vite, hein. C'est 25 à 40 km/h, mais justement, ils ont besoin de beaucoup moins d'énergie, hein. Donc ils ont un panneau ils ont du solaire sur le toit, ils se rechargent en roulant, ou même au parking. Hein. Ils sont vraiment autonomes. Voilà. C'est le monde fluctuant qui vient, et donc c'est très fort parce qu'il y en a vraiment partout. Il y a l'Hypercafé, il y en a 400 en France. Et c'est conçu pour être viral, c'est-à-dire qu'il y a un protocole pour être contaminant. Oui, tout ça, on est vraiment dans ce monde-là. Et ça ne va pas s'arrêter, hein, de nouveau, c'est pas une tendance, c'est pas une mode, ça. C'est une réponse opérationnelle au monde fluctuant. Et c'est même pas une question d'être vertueux parce que c'est écolo, parce que c'est social, etc. Non, c'est une réponse économique. Si la Chine, la semaine prochaine, envahit Taïwan, si votre entreprise dépend d'un bien chinois, la Chine a fermé ses frontières, si vous n'avez pas un atelier de réparation dans votre entreprise, c'est terminé. Vous mettez la clé sous la porte. Donc le réparable, c'est vraiment une réponse toute simple à ce monde fluctuant. Bon, voilà, on relocalise finalement aussi les compétences de réparation. Alors ça veut dire que ça inverse pas mal de choses, donc c'est aussi les ingénieurs, donc ça c'est ce qu'il faut dire aux élèves ingénieurs hein, qui désertent les écoles d'ingénieurs, qui n'ont pas compris
ce qui s'est passé. Du coup, en fait, il faut leur dire ça, c'est que les ingénieurs, dans le monde de la performance, c'était des ingénieurs, on leur demandait de faire des incréments de performance via des délégations techniques distantes. Ça, c'est le vieux monde. Aujourd'hui, les ingénieurs, ils ont les mêmes savoirs scientifiques, les mêmes maths, les mêmes physiques, les mêmes sciences sociales, mais on leur demande de développer des solutions robustes. Donc on a besoin d'eux, on a besoin d'ingénieurs dans le monde du futur. Mais par contre, ils n'ont pas du tout le même cahier des charges, si vous voulez. Et qu'en fait, on va demander aux ingénieurs de développer des solutions robustes. Donc ça veut dire de la technodiversité, il ne faut pas ajouter à l'effondrement de la biodiversité l'effondrement de la technodiversité, ce serait quand même un peu fort de café. Donc la technodiversité, c'est quoi ? Ça veut dire qu'on ne va pas demander aux ingénieurs de développer la meilleure solution. On va demander un plan A, un plan B, un plan C, un plan D, et il faut que ce soit que des solutions robustes. Et en plus, il faut que ces solutions visent l'autonomie technique des citoyens. Il faut que la solution soit réparable, adaptable dans le territoire, avec une entreprise du territoire, avec une association du territoire, avec un collectif citoyen du territoire. Donc il ne faut pas que ça dépende d'un microprocesseur fabriqué à Taïwan, voilà, pour le dire simplement. Ça, c'est très joyeux. Vous voyez, un ingénieur de la robustesse, une ingénieure de la robustesse, enfin, il y a un sens à son métier. Parce qu'en fait, les ingénieurs de la performance, leur rôle, c'était de faire des objets très performants, donc très fragiles, donc de l'obsolescence programmée. Là, on répond à l'obsolescence programmée en faisant des ingénieurs de la robustesse qui font du tout réparable local. Voilà. Ça a beaucoup plus de sens. Donc les écoles d'ingénieurs vont s'y mettre progressivement, mais voilà, tout le monde peut s'y mettre. C'est vraiment quelque chose d'assez large. Et ça permet aussi de dire que la robustesse, comme vous voyez, est technophile. Vous voyez, on peut réconcilier Illich, la technique et l'écologie. C'est incroyable. C'est la robustesse qui permet ça, en fait, parce que quand on fait ça, en fait, on se rend compte que là, on n'est pas en train de dire, on n'est pas technophobe du tout. Au contraire, on réconcilie les citoyens avec la technologie, avec ça. Alors que dans le monde de la performance, quand il y avait une nouvelle technologie très performante, elle écrasait les technologies plus anciennes. C'est le monde de la performance qui est technophobe. Il ne faut pas l'oublier ça, les amis chez la bougie, c'est le monde de la performance qui est technophobe. Le monde de la robustesse, au contraire, s'il y a des nouvelles technologies qui sont robustes, on garde. Et c'est pas pour ça qu'on arrête de faire des maisons en terre crue, par exemple. On garde aussi. Alors ça c'est pour les ingénieurs, et puis un dernier exemple qu'on voit aux marges, c'est dans les organisations. Et dans les organisations, on voit se développer beaucoup plus de coopération, des scopes, des SIC, des approches participatives, des conventions citoyennes, des conventions des entreprises pour le climat, il y a certaines personnes ici qui en font partie. Alors je vais peut-être vous prendre l'exemple des districts industriels dans le nord de l'Italie. Enfin, pas que dans le nord de l'Italie d'ailleurs. Donc ça c'est le district industriel, c'est en Italie, c'est des PME hyper spécialisées qui se mettent ensemble et qui mutualisent des fonds, justement des ateliers de réparation, voilà, qui mutualisent, qui ont un commun finalement. Alors pourquoi elles font ça ? Parce qu'en fait une PME qui est hyper spécialisée, c'est très fragile, typiquement, parce que si d'un seul coup le marché change, voilà, on est tout seul. Donc du coup, ces PME se sont mis ensemble, ont une mutualisation. Et alors qu'est-ce qui se passe quand on fait ça, quand on fait une forme de coopération territoriale ? On n'a plus aucune raison de partir du territoire. Puisqu'en fait, notre activité économique est vraiment ancrée, comme un organe qui est innervé dans le territoire. On ne peut plus vraiment en partir, mais parce qu'on a mis des billes dans le territoire, on a investi dans le territoire, on prend soin du territoire. Alors ce qui est assez marrant avec ces districts industriels, c'est que dans les années 80, on trouvait ça un peu ringard. À l'époque de Reagan, Thatcher, voilà, non, c'est la Startup Nation. Voilà, ça c'est Thatcher. En fait, il n'y a pas que Thatcher, comme vous voyez, ça déteint encore un peu maintenant, mais ça c'est les vieux discours qui restent. Mais du coup, en fait, quand on pense comme ça, c'est qu'on n'a vraiment rien compris. En fait, dans un monde fluctuant, il faut développer la coopération territoriale. Si je vous le dis différemment, quand on entend parfois le gouvernement dire on va faire de la compétitivité pour réindustrialiser, il y a contradiction dans les termes. Quand on fait de la compétitivité, si vraiment on veut être compétitif, il faut délocaliser. Donc on ne va pas réindustrialiser. Si on veut réindustrialiser, il faut nourrir la coopération territoriale. Et donc ce qui m'intéresse avec ces districts industriels, c'est que d'un seul coup, depuis quelques années déjà, on s'y intéresse beaucoup à ce vieux système traditionnel là, qui finalement, on s'est rendu compte que dans le nord d'Italie, on n'a quasiment pas délocalisé. Justement parce qu'il y a cette coopération territoriale. Bon, je ne vais pas être trop long, mais c'est juste pour vous dire qu'il y a vraiment des exemples partout qui nous entourent, où on voit ce monde robuste qui vient. Donc du coup, vous voyez, dans tous les sens,
robustesse sociale, robustesse des ingénieurs techniques, de l'agriculture. Donc on peut vraiment le décliner partout, hein. C'est quelque chose qui est transversal. De toute façon, c'est une loi physique, hein. Le compromis performance-robustesse, il n'y a pas de secret. Donc du coup, voilà, on arrive à cet équilibre où finalement, pour le dire assez rapidement, dans un monde stable et abondant en ressources, on faisait beaucoup de performance. Et puis quand il y avait une crise, on se posait la question de la robustesse. Ben, maintenant qu'on rentre dans le monde de la polycrise, et ben en fait, on va faire de la robustesse tout le temps. Et puis quand il y a une crise, on va autoriser la performance. C'est comme la fièvre, hein, ou comme un pompier. Un pompier qui va au feu, il fait de la performance. Mais le reste du temps, il est robuste. Parce que s'il était tout le temps au feu, il s'épuiserait et il se brûlerait. Donc c'est le burn-out presque littéral. Alors du coup, bon, comment on fait maintenant pour monter en échelle? Parce que ça, c'est des exemples inspirants, c'est très pratique, parce que ça permet d'incarner dans le territoire cette robustesse. Cette robustesse, c'est pas une théorie d'un chercheur, c'est quelque chose qui se vit dans le territoire. C'est du vécu. C'est comme les fluctuations, ce n'est plus une prédiction, c'est maintenant. On le vit maintenant et ça s'accélère très fort. Comment on fait pour monter en échelle? Et surtout, je n'aurais pas dépolitisé le discours avec les histoires des étourneaux là, qui basculent. Hein, parce qu'on pourrait presque se dire, il y a besoin de rien faire finalement. On est en train de basculer tranquillement, et ben c'est super, donc la performance on passe à la réussite, donc finalement il n'y a rien besoin de faire, tout va bien. Alors c'est là où il faut sortir du monde biologique, parce que nous, les êtres humains, nous sommes capables de nous représenter ce qui se passe, il y a des jeux de pouvoir, il y a des ultra-performants qui sont très riches, donc la bascule ne va pas forcément très bien se faire. Il peut y avoir beaucoup de casse dans le basculement, parce que les ultra-performants vont résister très fort. Donc du coup, il y a une vraie question de monter en échelle. Comment on fait pour basculer activement, proactivement, de la performance à la robustesse? Et donc ça, c'est une question politique, au sens noble du terme. Comment on fait pour monter en échelle? Alors ce que je vais vous proposer, c'est certainement pas exhaustif et c'est certainement pas une prescription, hein, parce que ça serait bien trop performant, évidemment. Donc c'est plutôt à co-construire avec tout le monde. Mais c'est quelques clés, disons, pour explorer les possibilités. Alors, quelle est la boîte à outils qu'on peut imaginer pour aller vers ce monde-là, vers le monde de la robustesse? Première chose, vous avez bien compris que ce qui se passe là, ce qui nous arrive, ce n'est pas une révolution technique, c'est une révolution culturelle. Au premier ordre, c'est une révolution culturelle. C'est un changement de mentalité. Dans un changement culturel comme ça, il faut utiliser les mots. C'est pour ça que je passe un petit peu de temps à définir les mots, parce que c'est ça qui permet de faire la révolution culturelle. Quand on reste flou sur les termes, hein, vous savez, c'est le mainstream performant qui revient. Donc il faut être très clair sur les mots, et du coup, il ne faut pas non plus hésiter à ringardiser la performance. Tous les jours, on a des exemples de personnes, de projets ultra performants qui sont ultra fragiles, complètement inadaptés au monde fluctuant qui vient. Et donc en fait là vous avez un exemple, Javier Milei, donc voilà, qui veut sabrer les services publics à la tronçonneuse, hein, donc toujours pareil, hein, la performance et la violence, hein, ça va souvent avec, hein, parce que la canalisation c'est violent toujours, donc ben, voilà, là on le voit. Et donc on voit le résultat, hein, la pauvreté qui commence à augmenter très fort en Argentine depuis que Javier Milei a été élu. Et il y a plein d'autres exemples, hein, voilà, l'exemple que je cite souvent c'est Elon Musk qui veut aller sur Mars, hein, Aurélien Barraud en parle mieux que moi, c'est un projet de mort, hein, c'est vraiment aller sur une planète morte. Mais quel est ce projet ? Ça n'a vraiment aucun sens. Hein. C'est même pas la peine de discuter des aspects techniques du projet. Ça n'a aucun sens. Quitter une planète vivante pour aller sur une planète morte. Mais pourquoi même on investit 1 euro sur ce projet-là? Enfin, bon, mais en tout cas, voilà. Regarder la performance, ça veut dire que c'est vraiment la partie culturelle. Il faut en parler quasiment tous les jours. Et tous les jours, vous avez des exemples dans les médias, dans les discussions de performance. Et donc, vous pouvez y aller. Hein. Et donc, du coup, évidemment, alors ça suffit pas. Il faut aussi construire la robustesse. Alors du coup, comment on fait pour rentrer dans le monde de la robustesse et pour en fait s'acculturer au monde fluctuant? Le problème des humains finalement, c'est qu'on pense plutôt le monde comme étant stable par défaut. Si vous voulez, tous les jours, le soleil se lève. Hein. Donc on a l'impression que voilà, dans un monde stable. Bon, ce n'est plus vrai. Enfin, ça n'a jamais été vrai, mais là c'est de moins en moins vrai. Donc du coup, comment on fait pour en fait, se représenter le monde fluctuant? Il y a un outil qui est les stress tests. Voilà. Générer la crise dans sa tête. Donc en fait, c'est des jeux, c'est des scénarios où on fait bouger les paramètres de son organisation. Donc, ce soit de nouveau une entreprise, une association, une collectivité territoriale, on fait bouger les paramètres et en fait on voit comment ça répond. Donc ça veut dire, un test, c'est l'année prochaine le pétrole est 30% plus cher. C'est pas complètement, c'est pas du jamais vu, ça, donc ça peut arriver. Un autre, c'est donc la Chine qui envahit Taïwan, voilà, et la Chine qui ferme ses frontières. Qu'est-ce que ça donne pour nous?
Un autre exemple, c'est un virus informatique, hein, le Covix, qui va éteindre Internet pendant 6 mois. Qu'est-ce que ça change à nos activités, hein? Plein d'autres, une inondation dans le territoire, enfin vous pouvez imaginer des tas de choses, quoi. Donc là, alors, la métropole de Lyon a fait un jeu qui s'appelle Tumult, justement, pour tester ces stress tests pour les entreprises. Donc en fait, il commence à y avoir des jeux qui sortent, hein, vous voyez, ça dit des choses, ça aussi, hein. Le monde futur, on commence à le développer, voilà, avec des jeux. Et en fait, quand vous jouez sérieusement à ces jeux-là, à ces scénarios-là, eh ben, votre réponse, ce sera systématiquement d'augmenter les marges de manœuvre. En fait, vous allez développer votre robustesse. Si vous le faites sérieusement, hein, évidemment, hein, si vous endossez le fait que vraiment c'est des scénarios crédibles, vous allez augmenter les marges de manœuvre. Et en fait, quand il y a une crise qui va arriver, ce sera encore autre chose, hein, une crise que vous n'avez pas prévue, mais vu que vous aurez augmenté les marges de manœuvre, eh bien, vous pourrez passer la crise. Et donc en fait, le stress test, c'est vraiment un moyen de s'acculturer au monde fluctuant et donc en fait de construire sa robustesse territoriale. Alors, une autre question qu'on peut se poser, voilà, donc c'est de questionner les questions. Donc ça, c'est plus pour les aspects justement de technologie, hein. En fait, très souvent, on a des tas d'idées, et bien souvent, on apporte les meilleures réponses aux mauvaises questions. C'est le grand classique. Donc là, bon, j'en ai pris quelques-uns qui étaient quand même assez gratinés, mais... Donc en fait, comment on fait, voilà, pourquoi questionner les questions d'abord? En fait, ça c'est très classique. Dans le monde de la performance, hein, vu que c'est de l'efficacité, de l'efficience, on passe beaucoup de temps sur les réponses, sur les business plans, sur les stratégies, sur les organigrammes, mais qu'est-ce qu'on passe comme temps là-dessus? Et donc vraiment, c'est des réponses brillantes à des très mauvaises questions, hein. Ça c'est vraiment un très grand classique. Donc du coup, comment on fait dans le monde de la robustesse? Eh ben, on passe beaucoup plus de temps sur les questions. Donc c'est plus lent. C'est plus hétérogène, c'est plus incohérent. Quand on passe plus de temps sur les questions, en fait, qu'est-ce qu'on fait? Ben, en fait, on fait passer un test de robustesse à ces questions. En fait, il faut dire une chose très simple, c'est que quand on a identifié un problème, quand on a identifié un projet, ce n'est pas le bon. Voilà, nous ne sommes pas très performants. Notre cerveau, on n'est pas des supercomputers ou je ne sais pas quoi, donc on n'est pas très bon pour ça. Donc du coup, en général, on n'identifie pas la bonne question. Et donc si on part de ce principe-là, il faut se faire aider. Et donc il faut ralentir son cerveau pour pas qu'il aille trop vite à la réponse. Alors comment on peut faire? Alors, une façon simple de faire, hein, c'est de présenter le problème, la question, à des personnes très distantes. Un anthropologue, un boulanger, une ballerine, voilà, des gens qui vraiment n'ont rien à voir avec le secteur. Et en fait, quand vous faites ça, vous allez devoir rentrer dans l'imaginaire de ces personnes-là. Et donc votre problème, vous allez un peu le colorer pour le mettre dans cet imaginaire-là. Ben, vous allez voir, même si ces personnes-là ne vous disent pas un mot, si vous le faites 10 fois, à la fin, ce ne sera pas le même problème. Parce qu'en fait, vous aurez avancé dans votre réflexion. En fait, vous aurez verbalisé votre problème. Tant qu'on ne verbalise pas, en fait, nos pensées sont un peu éthérées, hein. Il faut vraiment verbaliser les choses. Donc là, c'est un vrai test de robustesse sur votre problème. Et puis, il y a un moment, vous repassez un cycle de 10 personnes, comme ça, là, 10 autres personnes encore, et au bout de 10 fois, c'est toujours le même problème. C'est toujours la même question. Ben là, ça y est, là vous avez un problème, une question qui est stable malgré les fluctuations. C'est une question qui est robuste. Et bien c'est celle-là à laquelle il faut répondre. Ça ne sert à rien de répondre à la question qui n'est pas stabilisée, parce que c'est la mauvaise question. C'est les questions robustes auxquelles il faut répondre. Il faut passer plus de temps sur les questions. Et donc vous voyez, ce n'est pas performant, parce qu'on a l'impression de perdre son temps, hein, de passer comme ça des cycles de questionnement, on n'a toujours pas de réponse, et il y a urgence en plus. Ben non, c'est exactement ça qu'il faut faire, hein. Donc c'est la phrase d'Einstein, hein. Si j'avais 1 heure pour résoudre un problème, je passerais 55 minutes sur la question, 5 minutes sur la réponse. Voilà. Et en plus c'est plus joyeux, hein, parce qu'on compte les gens. Toujours pareil, hein. La robustesse, c'est les interactions, hein. C'est beaucoup plus intéressant. Ok, alors les questions. Ben, autre chose qu'on peut faire, hein, pour monter en échelle, c'est un audit interne de robustesse. Tester la robustesse du territoire, de l'association, du collectif. Donc un audit interne de robustesse, hein, c'est l'anti-McKinsey. Donc c'est en gros lister les contre-performances, mais ne pas les évacuer, les valoriser. En quoi les contre-performances ajoutent du jeu dans les rouages dans l'organisation, et en quoi ça permet d'augmenter la robustesse de l'organisation. Et donc en fait, on va sortir du catéchisme performant de ces dernières décennies. C'est fini avec le zéro stock, c'est fini le flux tendu. Tout ça, c'est de l'optimisation adaptée à un monde stable et abondant en ressources. C'est complètement dépassé dans un monde en pénurie chronique de ressources et fluctuant. Donc en fait, évidemment qu'on fait du stock, hein. L'exemple, c'est les Guérandes, hein. Ils ont 6 ans de stock de sel. Andros, ils ont 2 ans de pommes congelées. Alors la partie congelée, c'est pas terrible, mais
2 ans de pomme. Ça, c'est voilà, c'est un monde qui a compris qu'on allait passer avec des fluctuations. Donc, vous voyez, il y a plein de choses qu'on peut faire. Hein, voilà, donc la diversité, la polyvalence, tout ça, ça fait partie, hein, évidemment, de la robustesse. Peut-être que je vais vous donner un exemple, c'est sur le délai. Le délai, dans le monde de la performance, ce qu'on veut, c'est le délai le plus court. Et ben, dans le monde de la robustesse, on veut le délai le plus fiable. Ça veut dire que ce délai, pour qu'il soit plus fiable, il faut qu'il soit plus long. Mais on met d'abord la fiabilité, hein, évidemment. Hein, voilà. En fait, dans un monde fluctuant, de dire qu'un service sera donné dans un mois, mais que ce sera le 15 février à 15h08 et pas à 15h09, ça a extraordinairement de valeur dans un monde fluctuant. La fiabilité du délai, ça a beaucoup plus de poids que de dire je peux te livrer en 4 jours au lieu de 5 jours. Ça, finalement, c'est très secondaire. Voilà, donc un exemple. Puis vous voyez aussi, il y a 2 mots là. Dans le monde, donc le monde stable, abondant en ressources, hein, le monde de la performance, on prévoit. On peut prévoir, parce que le monde est stable. Dans un monde incertain, instable, en pénurie chronique de ressources, on ne prévoit pas, on se prépare. On change de verbe. Donc on se préparer, hein, c'est presque le contraire de la prévision. Parce que se préparer, ça veut dire qu'on laisse des tas de projets possibles. Voilà, il y a des plans A, des plans B, des plans C, etc. Donc on explore, on expérimente. Voilà, on change de mot. Audit interne de robustesse. Le numérique, j'ai parlé du numérique, alors du coup, qu'est-ce qu'on fait avec ce numérique, avec cette IA là, hein, qui est là et qui va rester, hein, faut pas, voilà, le monde de la robustesse n'exclut pas, hein, le numérique, c'est toujours un partenaire. Bah, du coup, alors, je vous ai dit pour l'IA, voilà, c'est des IA pas très performantes qui permettent l'hybridation avec les humains, et là, c'est intéressant parce qu'on peut jouer sur la sérendipité, avoir accès à d'autres informations, ça c'est plutôt positif. Pour le numérique, et ben en fait, il y a une initiative qui est très inspirante. Alors là aussi, c'est au marge. Hein. C'est une association qui s'appelle le Comité humain du numérique. En fait, c'est une association qui, à Bruxelles, a résisté à une politique de Bruxelles qui voulait remplacer tous les guichets sociaux physiques par des guichets numériques. Ben, quand on fait ça, ça veut dire que des personnes qui ont besoin de services sociaux viennent avec un téléphone portable pour scanner des QR codes. Alors c'est plus performant, hein. Voilà, quand vous scannez le QR code, vous avez accès à 1 milliard d'informations qu'un humain ne peut pas donner. Hein. Ça, oui, évidemment, c'est plus performant de ce point de vue-là. Mais par contre, est-ce que c'est pas un peu fragile cette histoire-là? Je vous remets le Comics là, 6 mois sans Internet, ça va être compliqué, hein, avec les guichets numériques. Et puis surtout, si on est vraiment passé au guichet numérique, ben, les personnes qui voulaient travailler pour les services sociaux partent. Parce que faire scanner des QR codes, c'est pas du tout stimulant, hein, c'est le poinçonneur des lilas, hein, enfin, c'est la même chose, hein, finalement. Donc on va perdre des compétences, on va se dépendre d'une technocratie distante, hein, tout ça pour des services sociaux. Donc ils ont résisté. Alors du coup, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ben, en fait, ils ont écrit le code du numérique. Donc c'est un code, en fait, c'est toutes les lois revisitées à l'ère du numérique. Donc vraiment toutes les lois, et on se dit, ben, le numérique est là, on ne veut pas l'évacuer, mais par contre, il faut qu'il soit au service des humains, et pas l'inverse. Et donc ça veut dire, par exemple, qu'il faut tout doublonner. Il y a un service physique, il y a un service numérique, mais il n'y a pas qu'un seul service numérique. Dans la santé, hein, évidemment, voilà, pareil. Pas que du numérique, pas que de la téléconsultation. Ouais, ça c'est assez basique. Hein, mais bon, voilà. En fait, le code numérique, donc ça vient de sortir, hein, c'est en septembre. Hein, je vous invite à aller voir, c'est un travail de 3-4 ans, et c'est assez remarquable. Hein, quand même. Et donc, vous voyez, ça vient des marges. Hein. C'est pas venu de la ville de Bruxelles. Ça. Ok, alors, autre chose qu'on peut faire dans son territoire, c'est une cartographie. Cartographie du territoire, en fait, c'est si on prend au sérieux cette question de robustesse et de monde fluctuant, et ben, ça veut dire que dans son territoire, il faut identifier d'où vient tout. D'où vient l'eau, d'où vient l'énergie, d'où viennent les ressources, d'où viennent les fournitures. Si vous faites une recherche sur Google, quel est le data center qui tourne? Et si c'est une recherche fondamentale, est-ce que c'est pas un peu fragile? Ouais. Et donc, comme vous faites cette cartographie, vous allez tout de suite identifier les points faibles. Les points faibles, c'est les endroits où il n'y a pas de redondance. Donc, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez ajouter de la redondance dans les endroits où il y a des points faibles. Et alors, la façon la plus élégante d'ajouter de la redondance, eh ben, c'est d'utiliser les services écosystémiques du territoire pour ajouter ces redondances. Donc, c'est exactement ce qu'a fait Pocheco, voilà, petite boîte qu'on cite souvent dans le milieu écolo, qui fait des enveloppes près de l'île. Ben, ils ont utilisé les plantes, notamment, du terrain, du foncier, pour ajouter des services. Donc, par exemple, les plantes dépolluent les effluents des machines. Ça produit de la biomasse, ça fait une deuxième source d'énergie. Ils ont des collaborations avec les pompiers du coin pour récupérer des essaims d'abeilles sauvages qui pollinisent les vergers avec qui ils nourrissent les employés. Vous voyez le truc. Ça, c'est beaucoup de redondance, beaucoup d'hétérogénéité, d'incohérence aussi.
au service de la robustesse territoriale. Et vous voyez, c'est là où en fait on fait le lien avec la biodiversité. C'est que la biodiversité, c'est pas seulement de s'occuper d'une orchidée sauvage un peu perdue, endémique ou je sais pas quoi. C'est vraiment faire un partenariat avec la biodiversité. Qu'elle participe à l'activité économique du territoire. Vraiment en lien, se reconnecter au vivant totalement. Donc voilà, la cartographie du territoire, alors ça prend un peu de temps, hein, mais ça vaut vraiment le coup de le faire, parce que c'est là qu'on voit vraiment les points de faiblesse. Hein, et donc pour développer sa robustesse, c'est évidemment indispensable. Bon, je vous donne c'est un peu éclectique, hein. Enfin, j'ai bientôt fini ma litanie de boîtes à outils. Ben, c'est que des petits outils, hein. Donc après vous pouvez picorer évidemment là-dedans. Alors ça c'est la santé commune. Donc si vous voulez la robustesse, si la robustesse c'est le vocabulaire, la santé commune c'est la grammaire. En fait, pour un territoire, comment on décline la robustesse dans son territoire, en fait, faut considérer cette pyramide-là. Ça, c'est la pyramide qu'on a en tête dans le monde de la performance. En fait, quand on développe des projets dans un monde stable et abondant en ressources, en général, on pense qu'il faut que chaque projet ait une solide fondation économique. S'il y a une bonne fondation économique, alors il y aura du lien social. S'il y a du lien social, dans le temps qui nous reste, on s'occupera de l'environnement. Hein, c'est un peu ça la pyramide actuelle. Alors cette pyramide-là, quand on réfléchit bien, elle n'a aucun sens. Elle n'a aucun sens parce que la base de la pyramide, c'est l'économie. Et l'économie, c'est une abstraction mathématique. Donc cette pyramide s'écroule, hein. Il n'y a pas de base physique à cette pyramide. En fait, cette pyramide, elle ne s'écroule pas parce que sous l'économie, il y a, en fait, c'est pas marqué là, mais sous l'économie, il y a une brique avec des ressources abondantes et pas chères. Du pétrole, des métaux, des ressources naturelles. Et donc le rôle de l'économie, c'est de gérer l'abondance des ressources. Donc alors en biologie, hein, on appelle ça un parasite. C'est ce que font les parasites, hein. Ils exploitent l'abondance des ressources. Et puis ça marche à tous les coups. Au bout d'un moment, soit les ressources s'épuisent, pénurie chronique de ressources, et donc là, ça s'arrête, ou alors il y a des externalités négatives. Le milieu devient trop pollué, trop acide, voilà. Donc du coup, ça ne marche pas non plus. Donc du coup, qu'est-ce qu'on fait? Et bien du coup, on bascule. Et donc dans le monde robuste, la première chose à faire pour tout projet, c'est d'abord le soin au milieu naturel. C'est la fondation de tous les projets. Le soin au milieu naturel. Si on prend soin des milieux naturels, alors ça créera du lien social. S'il y a du lien social, alors ça créera des modèles économiques. Et là, l'économie est à la bonne place. L'économie ne doit pas être la contrainte d'entrée, ce doit être le produit de sortie. Il faut absolument que l'économie soit dans le social. En fait, c'est fou de dire qu'on a pu imaginer qu'on pouvait mettre la société dans un modèle économique. Enfin, c'est vraiment dingue hein, quand même, quand on y pense. Hein. L'économie, c'est un modèle mathématique. Pourquoi la société devrait rentrer dans un modèle mathématique? C'est quasiment du von Neumann, hein, remplacer les humains par des robots. Hein. Enfin, on est quasiment là-dedans. Donc, là, voilà, on bascule. Donc, vous voyez, j'ai mis deux phrases en dessous là qui presque résument toute ma conférence finalement. Dans le monde stable, abondant en ressources, dans les années 80, qui était finalement déjà pas vraiment en abondance de ressources, mais on était encore dans l'illusion de l'abondance des ressources, on se posait la question de l'impact de nos activités sur l'environnement. Ça, c'est complètement dépassé comme approche. C'est une posture descendante, comme si nos activités allaient changer l'environnement. Les fluctuations que nous allons vivre au XXIe siècle, c'est une donnée. Il est trop tard pour éviter les fluctuations, ça va tanguer très fort. Donc il ne faut pas se poser la question de l'impact de nos activités sur l'environnement, il faut se poser la question de l'impact de l'environnement sur nos activités. Le monde fluctuant, c'est une donnée. Et donc il va falloir ajuster nos activités à ce monde fluctuant. Et bien donc c'est des activités qui sont au service de la robustesse. Alors, je prends un exemple pour la santé, et là la santé vraiment biomédicale pour le coup, donc c'est au-delà de la santé commune, c'est une sous-partie de la santé si vous voulez. En fait c'est juste pour vous illustrer comment ça pourrait se décliner dans le territoire ça, et c'est aussi un peu un déficit, c'est que dans le monde médical, pour une raison qui m'échappe un peu, dans le monde médical on a considéré que la performance c'était bon, il fallait continuer à faire des performances dans le monde médical, parce que voilà, il fallait être très rapide, les soignants, il faut qu'ils aient tout de suite le matériel, évidemment, hein, si on s'est coupé un bras, il faut être performant, hein, le pompier, voilà, pareil, il faut qu'il soit performant. Mais comment ça se fait qu'on ne se pose pas d'autres questions? C'est qu'en fait, dans le monde écolo, hein, les circuits courts, les low-tech, tout ça c'est bien appréhendé. Comment ça se fait qu'on ne fait pas rentrer ça dans les maisons de santé, dans les hôpitaux? Enfin, ça commence un peu, hein, cela dit, mais c'est très, très tardivement.
Dans un monde fluctuant, il faudra que l'hôpital fasse des circuits courts, du low-tech, de la modularité, du participatif, comme tout le monde, parce que la robustesse, c'est transversal, hein, personne n'y échappe. Et du coup, ça veut dire, je prends un exemple très simple, vous savez qu'on va avoir des gros problèmes de numerus clausus dans les 10-20 ans qui viennent, on a déjà des déserts médicaux. Donc si on fait une solution performante pour l'hôpital, ça veut dire qu'on va faire des hôpitaux avec des super équipements, des super scanners, voilà, où il n'y a que juste quelques experts qui pourront faire tourner ces machines. S'il y a de moins en moins de médecins, de moins en moins de soignants, ça ne va pas marcher. Si on fait de la téléconsultation pour pallier le manque de médecins, ça ne va pas marcher non plus, très fragile dans un monde fluctuant. Donc du coup, il va plutôt falloir penser quelques hôpitaux, oui, très performants, avec du high-tech, etc., mais surtout un grand réseau de maisons de santé, low-tech, où les citoyens, lambda, vont participer aux soins, vont rentrer dans ces maisons de santé. Et donc il va falloir que les machines qui sont dans ces maisons de santé, elles soient réparables, adaptables par les citoyens, faciles à opérer. Oui, c'est vraiment un changement. Et donc ça, c'est du low-tech, c'est du circuit court, c'est de la modularité, c'est du participatif. Il faut que ça rentre dans le soin aussi. Il n'y a pas de raison, voilà, y a pas de, en fait, on ne peut pas échapper à ce monde futur. Ok, alors j'ai presque terminé. La méthode des désaccords féconds. Donc ça, c'est aussi pour arriver finalement à comment on fait pour que tout le monde puisse discuter hein, dans un monde polarisé. Alors il y a la méthode de Patrick Vivray, hein, des désaccords féconds. En fait, c'est une méthode où, si je devais la résumer, le point clé, hein, c'est de bien expliciter les définitions pour savoir pourquoi on est d'accord et pourquoi on n'est pas d'accord. Dans les désaccords féconds, c'est typiquement une stratégie d'incohérence qu'on affiche et même qu'on revendique. Et quand on fait ça, en fait, à la fin de la discussion, peut-être qu'on n'est toujours pas d'accord, hein, mais on repart en sachant pourquoi l'autre n'est pas d'accord, parce que chacun a explicité son désaccord. Le jour où le monde change, et en fait, on sait qu'on a une autre personne qui pense différemment. Et du coup, on va pouvoir activer cette autre connaissance. Ça, c'est très précieux dans le monde fluctuant. Vous voyez, c'est très tolérant, la robustesse, hein, finalement. On accepte des tas de choses. Le côté pluriel de la société, il est là. Quoi. Donc ça, c'est une méthode qui est intéressante, notamment pour dépasser hein, des polarisations dans la société. Bon, j'ai quasiment terminé. Voilà, juste pour un autre outil. Je vous ai vraiment donné une grosse boîte à outils là ce soir. Ça, c'est de l'approche systémique. Alors, le monde de la robustesse, en fait, c'est une porte d'entrée dans l'approche systémique, si vous voulez. Mais en fait, on peut le résumer avec cette phrase-là. Dans le monde de la performance, on va d'abord chercher la solution, et voire même la solution clé en main. Dans le monde de la robustesse, on va chercher des conditions dans lesquelles la solution émerge. Donc c'est plutôt le billard à trois bandes. Hein. Mais vu que ça émerge du territoire, ça c'est robuste, parce que ça va pouvoir se maintenir. C'est pas un sparadrap qu'on met, hein. C'est pas de l'aspirine. C'est vraiment quelque chose qui se construit dans le territoire. Ça, c'est robuste. Et du coup, ça va faire le lien, je pense, avec ma dernière diapo, qui est celle des décideurs. La nouvelle posture du décideur, en fait, dans le monde performant, stable, abondant en ressources, le décideur, c'est surtout un meneur. C'est quelqu'un, en fait, qui dit « je veux et je sais comment faire ». Oui. Napoléonien hein, comme posture. Bon, il y en a d'autres, hein, mais voilà. Donc je sais comment faire. Alors ça, dans un monde stable et abondant en ressources, c'est pas très grave si le décideur se plante. Parce que de toute façon, il y a plein de ressources ailleurs. Donc, finalement, c'est pas très grave. Dans un monde en pénurie chronique de ressources, instable, le décideur, c'est surtout un facilitateur qui dit « j'ai envie et je ne sais pas comment faire ». Donc en fait, c'est vraiment le contraire. Hein. C'est quelqu'un en fait, qui ne dit pas le vouloir, mais qui met le désir sur la table, qui va créer du nous. Et puis, il ne dit pas, il ou elle, hein, évidemment, ne dit pas « je sais comment faire », il dit « je ne sais pas comment faire ». Donc ce qu'on met sur la table, c'est le manque de solution. Le manque de solution, c'est ça qui fédère, c'est ça qui mobilise. Et puis c'est même robuste à l'absence du décideur. Si le décideur n'est plus là, ça va continuer, parce que le collectif est toujours là. Donc ça va continuer à se déployer et à se propager. Ça, c'est de la robustesse sociale. Alors, juste pour vraiment terminer, pour vous dire que cette robustesse, ce qui est chouette, en fait, c'est que ça commence, non seulement, vous voyez, il y a plein d'exemples inspirants où on est déjà dans le monde de la robustesse, mais maintenant, il commence à y avoir des territoires, des organisations qui, dans leur vision stratégique, mettent la robustesse dans leur raison d'être. Et c'est très normal, hein, dans un monde fluctuant, la robustesse, ça va forcément apparaître à un moment ou à un autre. Mais alors, il y a quand même des exemples, hein, vous voyez, les hospices civils de Lyon, etc., mais peut-être le fait d'armes, si on peut dire, des dernières semaines, c'est la fédération Wallonie-Bruxelles. Donc toute la Belgique francophone, toute l'administration de la Belgique francophone, pour sa vision 2030, a décidé de mettre la robustesse. Et seulement la robustesse. Tous les départements, tous les ministères de la Belgique francophone sont
Vision 2030, robustesse. Donc département de la justice, des transports, de l'habitation, etc. C'est tout accès robustesse. Donc ça va être un territoire extrêmement intéressant à voir, parce que c'est une administration de 7000 personnes, avec un territoire qui commence à être assez grand, qui a vécu des fortes fluctuations, hein, toujours pareil, c'est pas par hasard que ça se développe dans ce pays-là. Il y a aussi peut-être l'humour belge, hein, qui doit aider pas mal, mais quand même, ça va être super intéressant. Et donc là, ça va être un sacré laboratoire, à taille assez raisonnable, assez large, pour voir comment ça peut se déployer. Et donc vraiment, je vous invite à aller voir, peut-être même à faire des jumelages pour voir comment ça se déroule là-bas, et peut-être que voilà, ça, on peut faire un territoire apprenant européen avec Wallonie-Bruxelles qui porte le premier flambeau, si vous voulez. Ok, je m'arrête là. Si vous voulez en savoir plus, voilà, donc il y a des bouquins. Le petit tract de Gallimard, c'est un texte d'intervention, 60 pages. Il n'y a aucune référence, c'est vraiment que des punchlines. Mais c'est vraiment pour un texte d'intervention. Si vous voulez plus en savoir un peu plus, évidemment, il y a la troisième loi du vivant, donc c'est la même chose, mais avec beaucoup plus de références, 500 références, 300 pages. De l'incohérence, c'est plutôt sur la polarisation sociale et à quel point nous avons besoin d'incohérence pour refaire du dialogue social, refaire de la démocratie, du débat contradictoire, voilà, donc sur l'incohérence, le manifeste pour les santé communes, la petite pub pour le MOOC Sator, construire la robustesse. Donc c'est un cours qui est de 10 heures, 20 fois une demi-heure, hein, qui permet d'explorer la question de la robustesse dans ses différentes dimensions. Et Sator, d'ailleurs, c'est une super plateforme où vous pouvez trouver des tas d'autres ressources sur l'eau, sur la comptabilité environnementale, etc. Donc il y a plein de sujets, n'hésitez pas à faire un tour. Il y a des ressources sur YouTube, évidemment, et aussi sur le site de l'Institut Michel Serres. Si vous allez sur l'onglet S'impliquer, il y a des premiers pas, il y a des projets inspirants, il y a des formations, donc voilà, n'hésitez pas à aller faire un tour. Certaines personnes ici portent des projets d'ailleurs portés sur ce site-là. Je vous remercie.